Lundi 15 août 2022, bonjour, vous êtes dans le Morning News. Tout de suite, les titres: plaidoyer en faveur du dialogue dans le différend qui oppose la République démocratique du Congo et le Rwanda. Plaidoyer du président congolais Denis Sassou Nguesso, préoccupé par la situation dans l'est de la RDC, mais aussi par les autres conflits qui se déroulent actuellement sur le reste du continent. Nous ferons le point dans ce journal. La coalition présidentielle Beno Bokk-Yakaar obtient la majorité absolue in extremis grâce au ralliement d'un député de l'opposition, un choix décisif puisqu'il permet au camp du chef de l'État sénégalais Macky Sall d'obtenir 83 sièges. L'autonomisation des femmes rurales au Cameroun, entre le renforcement de l'accès aux terres et au financement, les défis sont nombreux. Le projet VPMO de l'association Mbolo Évariste intervient sur cette question de l'autonomisation. Reportage à suivre dans ce journal. Une cinquantaine de représentants des mouvements politico-militaires tchadiens signataires de l'accord de Doha sont de retour au Tchad, retour samedi, accompagnés de membres de la délégation gouvernementale, près d'une semaine après la signature d'un accord devant permettre la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif du 20 août prochain. Après 5 mois de pourparlers, les deux partis, les politico-militaires et le gouvernement de transition, sont parvenus à cet accord qui prévoit par ailleurs que le camp des rebelles et le conseil militaire de transition ont l'interdiction de mener des actions militaires l'un contre l'autre. Une loi d'amnistie en faveur des rebelles condamnés est également au cœur de cet accord. De la Libye à la Centrafrique, en passant par la République démocratique du Congo, ces dernières années, le président congolais Denis Sassou Nguesso plaide en faveur du dialogue dans la résolution des conflits en Afrique. Des conflits comme celui en Libye, un pays toujours en crise. Il y a aussi ce différend qui oppose actuellement la RDC au Rwanda, que Kinshasa accuse de soutenir les rebelles du M23. Reportage d'Eva Panzo. Le président de la République du Congo est préoccupé par le retour à la normale des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, deux pays en froid. Et Kinshasa accuse Kigali de soutenir le groupe armé du M23 à l'est de la RDC. En tant que l'un des doyens des chefs d'État et médiateur dans plusieurs conflits sur le continent, Denis Sassou Nguesso demeure confiant sur un apaisement de tensions. Je garde un contact permanent avec le président Kagame, qui il n'y a pas longtemps a effectué une visite d'État ici au Congo, était à Brazzaville, est venu ici et nous avons eu des entretiens fructueux. Pour ma part, je pense que nous allons rapidement surmonter cette difficulté-là et ramener la paix à travers le dialogue. Denis Sassou Nguesso a aussi maintenu le contact permanent avec son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Même implication du président congolais sur un autre front de crise. Il y a un mois, jour pour jour, le 14 juillet 2022, le président du comité de haut niveau de l'Union africaine a reçu la visite de l'envoyé spécial des États-Unis pour la Libye. Ce dernier soutient le projet de réconciliation nationale entre les Libyens qui pourrait se tenir à Brazzaville. On a parlé avec Monsieur le Président, c'est le projet de réconciliation que le Congo est en train de mener avec l'Union africaine pour rassembler tous les partis, toutes les factions en Libye pour trouver une façon de stabiliser la situation et préparer le pays pour des élections qui vont redonner la légitimité au gouvernement. Denis Sassou Nguesso est impliqué dans le dossier du retour de la paix en Libye depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi. Son expérience en matière de médiation a toujours fait l'unanimité auprès de ses compères et au sein même de l'Union africaine. Un incendie qui s'est déclaré dimanche dans une église du Caire a fait au moins 55 morts, un bilan lourd communiqué par le ministère égyptien de la Santé. L'origine de cet incendie survenu à l'église Abou Sifine, une église copte située dans le quartier populaire d'Imbaba, reste toujours inconnue. Le parquet annonce avoir ouvert une enquête et envoyé sur place une équipe chargée de conduire les premières investigations.
Au Sénégal, les résultats définitifs des élections législatives du 31 juillet donnent le camp présidentiel en tête. La coalition du président Macky Sall conserve la majorité absolue à l'Assemblée nationale en obtenant 83 députés avec le ralliement d'un parlementaire de l'opposition. Il s'agit de l'ancien maire de Dakar, Pape Diop, qui a rallié ce jeudi dernier, le pouvoir Philomène Tine. Benno Bokk Yakaar, la coalition au pouvoir au Sénégal, arrive légèrement en tête à l'issue des législatives du 31 juillet dernier et conserve désormais la majorité absolue au Parlement. Sur 165 députés, elle obtient 83 grâce à une nouvelle alliance avec Pape Diop, chef de la coalition Bokk Gis Gis. Nous pensons qu'avec la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale, avec le dernier ralliement de Pape Diop, nous pensons qu'il y aura des difficultés dans le vote des lois, dans la politique du président de la République, d'autant plus que cette majorité-là, elle est relative. Il faut, dans certaines situations, les 3/4 des députés de l'Assemblée nationale pour pouvoir faire passer des lois. Pour une question aussi cruciale qui est celle du 3e mandat, je pense que tout l'enjeu de cette Assemblée-là réside dans cette question-là. Ce serait extrêmement difficile d'envisager que l'Assemblée nationale puisse voter cette loi qui permettrait au président d'avoir un autre mandat. À noter que l'opposition sénégalaise avait pour objectif de pousser le parti au pouvoir à la cohabitation à l'Assemblée nationale. Selon Pape Diop, sa décision de rallier la majorité présidentielle est justifiée par le fait de vouloir éviter un blocage dans le fonctionnement des institutions qui conduirait à une crise parlementaire au Sénégal. Ceci est un choix purement politique de la part de Pape Diop et on sait actuellement que beaucoup de députés comme lui sont conjugués au passé. Alors, ce qu'on note également, c'est que les élections législatives passées ont une valeur de test pour l'opposition quand même, qui souhaite freiner les ambitions du président de la République. Le Conseil constitutionnel sénégalais a proclamé les résultats définitifs des élections législatives du 31 juillet dernier, ce jeudi 12 août dans la soirée. L'organe a confirmé les résultats provisoires donnés le 4 août par la Commission nationale de recensement des votes. Par ailleurs, l'intercoalition de l'opposition Yewwi Askan Wi Wallu avait annoncé mercredi 10 août qu'elle n'allait pas déposer un recours faute de confiance. L'actualité, c'est également ces inondations mortelles qui se poursuivent au Soudan. Le bilan fait état de moins 52 morts depuis le mois de mai à la suite de ces inondations causées par la saison des pluies. Il y a aussi le bilan matériel avec ces milliers d'habitations détruites. Les infrastructures ont également été endommagées ainsi que les récoltes. 38 000 personnes à travers le pays ont été affectées par ces inondations selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies. Cette période de pluie torrentielle s'étale généralement entre le mois de mai et celui d'octobre. Un peu plus d'un mois après la levée des sanctions économiques et financières qui pesaient sur le Mali, le gouvernement de transition annonce avoir apuré ses dettes. Parmi les sommes acquittées par les autorités maliennes, 85 milliards de francs CFA pour la dette extérieure. Ce paiement a été rendu possible par un recours au marché financier de la région. Nathalie Mauve. Le ministre malien de l'économie et des finances, Alousseynou Sanou, a annoncé le 12 août 2022 l'apurement de l'intégralité de la dette extérieure du pays d'un montant d'environ 85,5 milliards de francs CFA. La levée des sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, sur le Mali affiche des résultats positifs. Suite à ces sanctions, le Mali avait déclaré son incapacité à honorer ses engagements financiers le 30 mars 2022. En cas de levée de sanctions monétaires, le pays peut à nouveau donc se financer par l'émission de titres, ce qui lui permet à nouveau d'honorer ses engagements de dette. L'opération de paiement de la dette a été rendue possible grâce à l'émission spéciale de bons et d'obligations du Trésor organisée le 9 août 2022. Un recours au marché des titres publics qui a également permis le paiement du reliquat des impayés de la dette de marché émise par adjudication, soit 215 milliards de francs CFA. Les pays se financent principalement grâce à de la dette publique et à l'émission de titres, ce qui est le cas du Mali par exemple.
En cas de sanctions monétaires, le pays devient économiquement paralysé et cela impacte ses transactions commerciales. Au 31 mars 2022, le Mali accumulait des échéances de titres non payés d'une valeur de 205 milliards de francs CFA. La levée des sanctions de la CEDEAO en juillet 2022, outre les avantages financiers, permet au pays de reprendre les échanges commerciaux avec les autres États de la sous-région. Favoriser l'autonomisation des femmes rurales, une frange de la population confrontée à des obstacles structurels qui entravent leur accès aux services et aux ressources nécessaires. Pour y faire face, plusieurs initiatives sont lancées en Afrique, comme au Cameroun, où l'association de Mbolo Évariste est l'une des structures qui tentent de leur venir en aide. Reportage signé Séverin Douqueux. Les femmes d'Okola, localité située à 25 km de la capitale camerounaise, à l'école de l'autonomisation à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine. Au menu de la rencontre, la formation à la production de certains produits de première nécessité, notamment le savon, le vinaigre, le menthol ou encore l'eau de javel. Ce qui m'a motivé pour le choix, c'est la précarité qu'il y a dans les villages et la pauvreté. Compte tenu de coût de vie qui est très élevé, j'ai donc voulu qu'on fasse ces modules-là pour que la femme ait son autonomisation. Parce que nous n'avons pas assez d'argent pour pouvoir aller acheter les choses en ville tout le temps. Donc quand nous avons la matière première, nous pouvons nous-mêmes fabriquer nos menthols pour soigner nos genoux, les baumes pour soigner les pieds, le savon pour laver les habits. Dans un contexte marqué par une hausse des prix des produits de première nécessité, la société civile multiplie les initiatives pour améliorer le pouvoir d'achat des femmes en zone rurale. Une action qui s'inscrit en droite ligne avec les mesures gouvernementales pour faire face à la hausse généralisée des prix sur le marché national et international. Le but, c'était effectivement de donner, outiller les femmes en zone rurale pour qu'elles puissent trouver des plans B. En ville, on a peut-être des plans B, au village, ça peut être difficile. Et le savon, l'eau de javel, tous ces instruments qui nous aident dans le ménage, dans la gestion de la famille, consomment énormément le budget de la femme. Et donc, c'était une occasion de leur apprendre comment fabriquer soi-même et faire des économies. Selon le programme alimentaire mondial, les femmes rurales camerounaises contribuent à 80% à la production alimentaire. Pourtant, elles peinent à accéder à certains produits de base. Devant l'essoufflement de sa rente pétrolière, l'État gabonais cherche à diversifier son économie. Le gouvernement mise notamment sur le secteur des nouvelles technologies dans ce pays, l'un des plus connectés en Afrique. Le secteur du numérique pourrait, selon les autorités, devenir l'un des piliers de l'économie, mais seulement grâce au lancement d'une politique de promotion et d'investissement dans le secteur. Amenedji. En vue de favoriser l'expansion de l'entrepreneuriat, notamment par la création de start-up, le Gabon, 6e pays le plus connecté d'Afrique, a mis en place un plan d'accélération de la transformation 2021-2023, axé sur le développement d'entreprises locales du numérique et la réussite du projet et gouvernement. Il met en évidence le potentiel inexploité du développement du digital et identifie les secteurs dans lesquels ce dernier pourrait rapidement croître. L'enjeu majeur du gouvernement est d'accélérer la digitalisation des entreprises et des services publics avec pour objectif de faire de l'État un acteur pilote de la transformation digitale et faire entrer pleinement les principales entreprises gabonaises dans l'ère du digital. Selon un document intitulé « Transformation digitale, emploi des jeunes et agenda 2063 en Afrique centrale », les économies d'Afrique centrale connaissent un lent progrès en matière de création d'emplois par le digital en raison de fortes contraintes structurelles. Moins de 48 personnes sur 100 ont accès à l'électricité. Au vu de ces enjeux économiques, socio-sanitaires, les acteurs de l'espace francophone ont tout à gagner dans une coopération transparente et constructive, conduisant à la réalisation d'infrastructures de dernière génération et à l'échange de co-investissements, renforçant le développement de l'intérêt qui nous est commun à tous. Face à un contexte d'assèchement progressif des revenus pétroliers et un secteur numérique ne représentant que 5% du PIB, la diversification économique apparaît comme une urgence pour promouvoir les investissements dans le numérique au Gabon. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.